Chapitre 8 en histoire, la Première Guerre mondiale, avec d'abord, en introduction, les origines du conflit. Alors, traditionnellement, on va distinguer les origines lointaines du conflit. Pourquoi finalement il y a eu une guerre et les origines les causes plus proches, c'est-à-dire pourquoi la guerre s'est déclenchée en 1914. Alors, on considère que la Première Guerre mondiale trouve ses origines dans tout un ensemble de rivalités entre les puissances européennes, notamment l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, la France et la Russie. Ces rivalités sont de nature très diverse. Les rivalités les plus profondes, peut-être, c'est sujet à débat, seraient les rivalités économiques. Alors, elles sont nombreuses. La principale à cette époque, c'est la rivalité économique entre l'Allemagne et l'Angleterre. L'Angleterre, c'est la grande puissance économique du XIXe siècle, mais depuis la fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle, cette puissance économique est concurrencée par les États-Unis et surtout par l'Allemagne, qui produit beaucoup, qui exporte beaucoup et qui du coup rivalise avec l'Angleterre dans la domination du commerce mondial. Les Anglais sont notamment choqués par le fait qu'ils importent en Angleterre des productions allemandes. C'est le fameux Made in Germany qui choque beaucoup d'Anglais. L'idée que maintenant l'Angleterre achète des produits allemands et que l'Allemagne est en train de dépasser l'Angleterre. Vous le voyez avec cette caricature. L'Angleterre est représentée par un cycliste qui pédale sur un vélo à l'ancienne, ce qui montre que du point de vue de l'Angleterre, l'économie du pays a un certain retard en termes de modernisation. Et de l'autre côté, vous avez le cycliste allemand avec sa valise bien allemand à vendre. Et lui, il va beaucoup plus rapidement avec un vélo beaucoup plus moderne, avec de bons gros pneus, et il dépasse l'Angleterre. Et cette rivalité, ce retard progressif de l'Angleterre commence à être très mal vécu par le pays. S'ajoute également entre les deux pays une rivalité de nature navale. La priorité militaire pour l'Angleterre, c'est d'avoir la flotte la plus importante et même si l'Allemagne en est encore loin, elle essaie de rivaliser avec des bateaux d'ailleurs beaucoup plus modernes que ceux de l'Angleterre. Autre type de rivalité, ça vous l'avez dans une des fiches que je vous ai données, des rivalités géopolitiques, c'est-à-dire pour le contrôle d'un certain nombre de régions. Et vous avez l'exemple de la rivalité entre l'Autriche et la Russie dans les Balkans. L'Empire d'Autriche veut s'étendre dans les Balkans et, à l'inverse, la Russie considère que c'est un territoire qui dépend de son influence. Donc, les deux puissances sont assez souvent en rivalité depuis la fin du XIXe siècle, voire à deux doigts d'entrer en guerre pour ces questions balkaniques. Vous avez ensuite des rivalités, on va dire, nationalistes. Alors tout ça, ça peut évidemment s'additionner, c'est-à-dire l'opposition entre différents sentiments nationaux. Vous connaissez bien l'opposition entre la France et l'Allemagne, puisque depuis la guerre de 1870, le sentiment national français s'est construit justement dans la volonté de prendre sa revanche sur l'Allemagne et dans la volonté de récupérer l'Alsace-Lorraine. Vous connaissez un petit peu moins la rivalité entre l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne considère que la Russie est une menace, que, pour caricaturer un petit peu, que les Russes sont des barbares, et à l'inverse, les Russes ont également une certaine crainte vis-à-vis de l'Allemagne, un certain sentiment d'infériorité et une hostilité générale vis-à-vis des Allemands. Dernier type
de rivalités, les rivalités coloniales. Alors, on a déjà vu dans un chapitre précédent les rivalités entre la France et l'Angleterre, autour de Fashoda. Une fois que ces rivalités se sont calmées, on va trouver surtout des rivalités entre la France et l'Allemagne, notamment autour des questions marocaines. Deux crises principales, en 1905 et en 1911. La France et l'Allemagne sont assez proches d'entrer en guerre pour la question de cette domination du Maroc. Et finalement, avec le soutien de l'Angleterre, la France va parvenir à contrôler le Maroc, à installer un véritable protectorat, et en contrepartie, la France va donner des territoires au Congo à l'Allemagne. Donc vous avez tout un ensemble de rivalités qui s'additionnent et qui créent un climat extrêmement tendu, notamment depuis le début du XXe siècle, et tout particulièrement depuis les années 1905 et encore plus à partir des années 1910. À partir du moment où vous avez tout cet ensemble de rivalités, les différentes puissances vont s'organiser dans des systèmes d'alliances, en partant d'un principe assez classique en relations internationales: les ennemis de mes ennemis sont mes amis. La France a peur de l'Allemagne, veut prendre sa revanche sur l'Allemagne. La Russie a peur de l'Allemagne, la France et la Russie se rapprochent contre l'Allemagne. C'est l'alliance franco-russe à partir des années 1890. Une alliance militaire, puisque les deux pays promettent de céder contre l'Allemagne, et une alliance financière, puisque la France va prêter beaucoup d'argent à la Russie, notamment pour développer ses infrastructures, notamment les chemins de fer. On l'a vu, en 1904, la France et le Royaume-Uni règlent leurs questions coloniales et s'entendent à travers ce qu'on appelle l'entente cordiale. Se crée du coup un système à trois qu'on va appeler la triple entente. Alors c'est pas vraiment une alliance. Le Royaume-Uni garde des relations assez complexes avec la Russie, mais vous avez une forme de partenariat avec comme ennemi commun potentiel l'Allemagne. Donc ça restera pendant toute la Première Guerre mondiale un système assez complexe, mais qui va plutôt bien fonctionner. De l'autre côté, le pilier, c'est l'alliance entre l'Allemagne et l'Autriche. Alors, il y a également l'Italie, ce qui fait qu'on parle de triple alliance ou de triplice, mais en fait l'Italie ne va pas rentrer tout de suite dans la Première Guerre mondiale et surtout ne rentrera pas dans la guerre du côté de l'Allemagne et de l'Autriche. Donc c'est un membre un petit peu à part de cette triple alliance. Donc, il vaut peut-être mieux parler des empires centraux, c'est-à-dire l'Empire d'Allemagne et l'Empire d'Autriche. Alors vous voyez, cette alliance, elle est beaucoup plus limitée. En termes de puissance économique et de potentiel militaire, on est assez loin de la triple entente. Mais par contre, il y a un avantage, c'est la cohérence de cette alliance. L'Allemagne et l'Autriche sont extrêmement proches, et surtout, vous avez une hiérarchie claire. C'est l'Allemagne qui domine l'Autriche et qui va imposer en fait ses vues lors de la Première Guerre mondiale. Alors que du côté de la Triple Entente, c'est beaucoup moins clair. Il n'y a pas de hiérarchie entre les puissances. Donc les empires centraux, Allemagne et Autriche, sont moins puissants, ça c'est incontestable, mais ils ont davantage de cohérence dans leur système d'alliance. Donc deux blocs qui se forment progressivement à partir de la fin du 19e siècle et qui vont être effectifs en 1914. Alors, je vous ai mis cette caricature extrêmement célèbre où vous voyez cette alliance entre l'Allemagne et l'Autriche. L'Autriche est attachée par une laisse au cou du chien allemand et subit un petit peu les choses.
en se faisant écraser la queue par le rouleau compresseur russe, même si ce rouleau compresseur, on verra qu'il n'est peut-être pas aussi puissant que ce qui était attendu. Et de l'autre côté, le chien français s'oppose au chien allemand avec l'aide du chien britannique qui a posé ses grosses patounes sur la France. Et l'Italie reste à l'écart, en tout cas pour l'instant. Ce qui va entraîner le déclenchement de la guerre en 1914, c'est l'ensemble des fragilités des grands empires, des empires multinationaux qui doivent faire face justement à l'émergence de ces sentiments nationaux au XIXe siècle. Alors, je vous ai évoqué rapidement l'Empire ottoman, un empire très ancien, un empire immense avec de nombreuses nationalités en Europe, et ces différentes nationalités, les Serbes, les Bulgares, les Grecs, les Albanais, etc., vont obtenir leur indépendance lors des guerres balkaniques en 1912-1913. Vous voyez qu'on est juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Vous avez une effervescence dans cette région des Balkans. L'Autriche regarde ça avec inquiétude parce que l'Autriche-Hongrie, donc la double monarchie d'Autriche-Hongrie, est un empire multinational avec de très nombreuses minorités et le gouvernement de Vienne s'inquiète de la montée du sentiment national slave dans certaines régions de son empire. Regardez un petit peu la carte. En rouge, vous avez les populations allemandes qui dominent l'empire, notamment en Autriche. En vert, vous avez les populations hongroises qui ont également une très grande importance puisqu'on parle de la double monarchie Autriche-Hongrie. Mais à peu près tout le reste, ce sont des Slaves. Des Tchèques, des Slovaques, des Polonais, des Serbo-Croates, et ces populations veulent davantage d'autonomie, ou, et ça c'est encore plus grave pour l'Autriche, veulent rejoindre d'autres pays indépendants. La Serbie est un État indépendant, et tous les Serbes de Bosnie, que vous voyez ici, aimeraient rejoindre cette Serbie. Donc là, vous sentez qu'il y a le potentiel d'une explosion, et c'est justement ce qui va entraîner le déclenchement de la Première Guerre mondiale. La poudrière des Balkans, comme on dit à cette époque, l'idée d'un gros baril de poudre qui est prêt à exploser, ça va exploser le 28 juin 1914 avec l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche. C'est l'héritier de l'Empire. C'est pas un mauvais gars, François Ferdinand. Il n'a pas forcément mérité son sort. Il est d'ailleurs plutôt pacifiste à cette époque. Mais il fait un voyage à Sarajevo. Alors Sarajevo, c'est dans l'Empire d'Autriche, mais c'est une région qui est peuplée notamment par des Serbes de Bosnie. Et un de ces Serbes de Bosnie, Gavrilo Princip, bim, il va le tuer. Au passage, il tue aussi sa femme, ça, on en parle un petit peu moins. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que c'est si grave? C'est grave parce que l'Autriche considère que cet assassinat a été organisé par la Serbie. Ce qui n'est pas totalement vrai, et ce qui n'est pas totalement faux. C'est-à-dire que le gouvernement serbe n'a pas organisé l'assassinat, mais Gavrilo Princip fait partie d'un groupe qui, lui, est un groupe nationaliste serbe qui a ses bases arrières en Serbie. L'Autriche, le 23 juillet 1914, lance un ultimatum à la Serbie. Cet ultimatum demande à la Serbie de trouver tous les responsables de l'assassinat. Mais l'Autriche a fait en sorte que cet ultimatum soit une provocation, soit impossible à respecter par la Serbie sans finalement devenir un vassal de l'Autriche, puisque l'Autriche demande carrément que ce soit des agents autrichiens qui fassent leur enquête en Serbie. Et ça, pour un pays indépendant,
c'est normalement impossible.